Esteban Munoz Musa. Je suis neurologue et je suis aussi chercheur en neurosciences cognitives. Je travaille actuellement à l'Institut du cerveau de Paris, dans le laboratoire de Lionel Nakache, qui étudie entre autres notamment les bases cérébrales de la conscience. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis intéressé à l'hypnose, notamment l'interaction entre l'hypnose et la conscience. Moi, je suis originaire du Costa Rica. J'étais au lycée français franco-costaricien. J'ai fait un bac scientifique. Et après mon bac, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse du gouvernement français pour venir faire mes études. J'ai fait un parcours médical classique avec fac de médecine, internat en neurologie. J'ai complété aussi ma formation par une filière scientifique avec un master recherche en neurosciences cognitives et donc ensuite une thèse de sciences que je suis en train de finir actuellement d'ailleurs en neurosciences cognitives. Je suis passionné par la thématique de la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Et notamment tous ce qui sont les états altérés de conscience. Le rêve lucide, les états méditatifs, les psychédéliques. Évidemment, l'hypnose en fait partie. Donc, c'est quelque chose qui m'a attiré depuis assez tôt, finalement. On sait qu'avec l'hypnose, on peut obtenir des états où l'expérience consciente du sujet est très modifiée, y compris en coupant des sens. On peut aussi dire d'autres types de déficits neurologiques, enfin, sensoriels, une anesthésie, comme on le fait d'ailleurs en médecine, l'anesthésie, la chirurgie ou les trucs de la vision, etc. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était le mécanisme, en fait. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec l'hypnose, on arrive à obtenir ce genre d'expérience? Et on s'intéressait donc à quelle étape de ce processus, par exemple, lorsqu'on entend un son, à quelle étape intervient le blocage, l'inhibition par l'hypnose, en fait, et comment ça se passe. Et on a fait l'hypothèse, en fait, que probablement que l'hypnose allait perturber l'étape la plus tardive du traitement cérébral, celle qui est associée à la prise de conscience. On a obtenu la candidature de quelqu'un qui était volontaire et très sensible à l'hypnose, chez qui on étudiait son cerveau pendant l'expression des sons, aussi bien dans cet état normal que pendant l'hypnose avec une suggestion de surdité hypnotique. Et ce qu'on a obtenu, c'est effectivement validation de cette théorie. On a vu que toutes les premières étapes de traitement du son, notamment le traitement par le cortex auditif primaire, étaient préservées pendant la surdité hypnotique, mais que c'était cette dernière étape, justement, de diffusion de l'information à l'échelle de tout le cerveau, notamment le cortex préfrontal et pariétal. On va dire l'activation globale du cerveau qui permet la prise de conscience, qui était bloquée, altérée par l'hypnose. Il y a tout un champ en fait de pathologies neurologiques qu'on appelle les troubles neurofonctionnels, des troubles neurologiques fréquents, entre 10 à 20% des consultations neurologiques, mais c'est globalement des conditions dans lesquelles les sujets ont un symptôme d'allure neurologique. Ça peut être la paralysie d'un bras, ça peut être une perte d'audition, ça peut être des douleurs neurologiques. Mais lorsqu'on fait tous les examens neurologiques standards, l'IRM cérébral, de la moelle épinière, l'examen des nerfs périphériques, tout est normal. Le plus souvent, lorsqu'on examine ces patients, il y a des discordances d'un point de vue neuroanatomique, c'est-à-dire que leurs symptômes ne correspondent pas bien à une lésion systématisée du système nerveux. Et donc, pendant longtemps, ça fait des décennies, des siècles que nous, cliniciens, on est assez perdus devant ce genre de symptômes et que souvent, on les rattache à des choses psychologiques. Est-ce qu'il n'y a pas eu des traumatismes, des stress psychologiques qui peuvent, ce qu'on appelle somatiser, déclencher ce genre de symptômes? Mais finalement, une position que moi, je commence à avoir, et je suis clairement pas le seul, il y a des gens qui ont pensé à ça bien avant moi, possiblement, ces symptômes, ces troubles neurofonctionnels, comme on les appelle, pourraient être une espèce de trouble qui partagerait des mécanismes avec l'hypnose. Une espèce de auto-hypnose négative, vous voyez, dans lequel effectivement il y a un traumatisme, un stress psychologique, quelque chose de ce type, qui ensuite va déclencher un mécanisme similaire à l'hypnose, dans lequel le cerveau va inhiber de manière active, qui va couper un sens ou la fonction motrice de la conscience et déclencher donc cette dissociation avec des patients qui sont paralysés ou qui ont un déficit neurologique. Et probablement, du coup, notre hypothèse, c'est que probablement ça passe par des mécanismes similaires avec des structures similaires, notamment une activation du cortex singulaire antérieur. Et donc, là où on peut ouvrir des portes, c'est que non seulement on s'incite à essayer davantage l'hypnose pour essayer de soigner ces pathologies, parce que si le mécanisme est similaire, peut-être qu'il serait réversible avec l'hypnose. Si jamais le mécanisme est commun, c'est-à-dire qu'il y a cette porte du cortex singulaire antérieur qui va venir inhiber la motricité ou le son à un sens pendant ces pathologies, on peut imaginer qu'en ciblant cette structure par différentes manières, de la stimulation électrique invasive ou non invasive par exemple, on pourrait justement essayer de porter de nouvelles pistes de traitement pour ces pathologies.